sur une autre notion qui sont les facteurs de risque de cystite récidivante. Alors la situation est différente dans la préménopause et après la ménopause. Il y a un certain nombre de facteurs de risque qui ont été identifiés. Bien sûr, les rapports sexuels et en particulier lorsque une jeune femme a un nouveau partenaire sexuel. Peut-être que, Aurélien, tu pourras nous expliquer pourquoi. Ensuite, il y a l'utilisation de contraception, en particulier de diaphragme et de spermicide. L'utilisation, comme on voyait dans le passé, d'antibiotiques qui restaient dans la pharmacie, qu'on l'on prenait absolument tout le temps. Des facteurs génétiques, en particulier la notion d'infection urinaire dans la famille. Également l'histoire des infections urinaires, et les gens qui ont eu des infections urinaires pendant l'enfance ont plus tard plus de risques d'avoir des cystites récidivantes. Une notion qui est la distance entre le méa urétral et l'anus. La notion également de déficit en vitamine D. Dans des études épidémiologiques, on a retrouvé effectivement ce déficit chez les patientes qui se plaignaient de cystite récidivante. Et enfin, le groupe sanguin non sécréteur. Donc voilà tout un tas de facteurs de risque de cystite récidivante. Et je voudrais insister sur 3 points qui ne sont pas forcément évidents à rechercher. À gauche, c'est le diverticule de l'urètre. Ça fait moche, effectivement, de donner de la furadentine à une femme qui a un diverticule de l'urètre. Donc, à rechercher en palpant la paroi vaginale antérieure. Vous sentez une tuméfaction qui souvent se vide avec un flot de pus qui sort par le méa urétral quand vous appuyez dessus. Et à ce moment-là, les examens qui vont vous permettre de faire le diagnostic sont l'échographie, l'IRM, qui est un très bon examen, mais plus rarement l'urétrocytographie, mais là on voit très bien sur cette image le diagnostic. Il y a une deuxième chose sur laquelle il faut faire vraiment attention, ce sont les tumeurs de vessie. Un certain nombre de tumeurs de vessie vont être révélées par des infections urinaires, et la furadentine n'est bien entendu pas plus d'ailleurs que la solifénacine, le traitement des tumeurs de vessie. Donc méfiance chez les femmes de la cinquantaine qui fument, a fortiori si vous retrouvez une hématurie. Et puis il y a une troisième donnée qu'on peut retrouver facilement à l'examen clinique, eh bien, ce sont les brides hyménéales. Ce sont des femmes qui conservent des petits reliquats d'hymen qui vont fixer le méa urétral à la paroi vaginale et qui vont aboutir à une ouverture du méa urétral lors des rapports sexuels. C'est facile de les identifier, il suffit de mettre 2 doigts dans le vagin et vous verrez qu'en dilatant effectivement l'orifice vulvaire, vous avez une ouverture du méa urétral. C'est pas évident et c'est intéressant de les rechercher. Dans cette étude donc du journal de maladies infectieuses de 2000, qui a comparé 230 femmes qui avaient des infections urinaires fréquentes avec 250 qui n'en avaient pas, eh bien on retrouve un certain nombre d'éléments que je vous ai déjà cités, et en particulier les rapports sexuels. Au-delà de 9 fois par mois, eh bien le risque est plus élevé. L'âge au moment de la première infection urinaire, l'histoire d'infection urinaire chez la mère, l'utilisation de spermicide, et vous voyez que si vous avez un nouveau partenaire, eh bien votre risque est quasiment multiplié par 3. Alors quelle est l'attitude à avoir devant une cystite simple? Eh bien on va faire une bandelette urinaire qui va être positive, et le traitement de première intention aujourd'hui c'est la phosphomycine trométhanol. Le traitement de deuxième intention c'est le pivmécilinam qui est une espèce de dérivé de bêta-lactamine pendant 5 jours, et puis les traitements de troisième intention sont les fluoroquinolones en dose unique ou la fameuse furadentine, la nitrofurantoïne pendant une durée de 5 jours. Pour les cystites à risque de complications, le traitement de ces infections passe par la réalisation d'un ECBU, et avec 2 options possibles. Le traitement ne peut pas être différé, ou le traitement peut être différé. Si le traitement peut être différé, eh bien le mieux est d'attendre les résultats de l'antibiogramme, avec ensuite, vous retrouverez facilement dans les recommandations de la SPILF, toute une hiérarchie d'antibiotiques, en premier lieu l'amoxicilline, puis le pivmécilinam, puis la fameuse furadentine, puis le Bactrim, puis l'amoxicilline acide clavulanique, et enfin la phosphomycine, pour un traitement cette fois d'1 semaine, sauf pour le Bactrim, les fluoroquinolones et le phosphomycine trométhanol.
Lorsque le traitement ne peut pas être différé, eh bien le traitement de première intention est ici la nitrofuranoïne. Aurélien vous a dit les taux extrêmement faibles de résistance des Escherichia coli à cet antibiotique qui sont de l'ordre de 2 à 3%, avec en traitement de deuxième intention, en cas de contre-indication à ce produit, cefixime ou une fluoroquinolone, bien sûr une adaptation à l'antibiogramme systématique et un traitement de 7 jours, sauf pour les fluoroquinolones. Alors ensuite, il y a tout un arbre de décision que je vous propose ici sur la prise en charge de ces infections urinaires récidivantes, en sachant qu'il y a les symptômes de présentation, il y a des soins de première intention qui peuvent être réalisés bien sûr par le médecin généraliste, par le gynécologue médical qui est souvent le médecin généraliste des femmes, et il y a enfin des examens de troisième intention qui vont être réalisés ici par des spécialistes. Et là, pour insister sur l'intérêt des prises en charge multidisciplinaires pour ces cystites récidivantes, certes le médecin généraliste, mais parfois le gynécologue, mais parfois l'infectiologue, mais parfois le coloproctologue, tout cela peut bien entendu être utile. En tout cas, pour ces cystites récidivantes, il est utile d'avoir une preuve bactériologique en début de prise en charge. Par contre, pour les épisodes de récidive ultérieure, eh bien, il n'y a pas besoin, bien sûr, de répéter les ECBU. Pour la femme jeune qui n'est pas ménopausée, qui a un examen clinique normal, eh bien, il n'y a pas de bilan complémentaire nécessaire. On peut tout à fait enchaîner sur le traitement préventif en se passant d'examens complémentaires. Lorsqu'il y a besoin d'examens complémentaires, eh bien, vous avez toute la gamme des examens que vous connaissez. S'assurer que la vessie se vide correctement, réaliser des échographies, réaliser éventuellement un uroscanner, réaliser enfin des explorations endoscopiques de l'appareil urinaire. Alors j'en viens maintenant au traitement prophylactique de ces infections urinaires récidivantes. Il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui ne concerne pas Aurélien, c'est avant qu'Aurélien prenne en charge, ce sont les traitements non antibiotiques. Alors, ce qui est écrit partout, eh bien, sont les apports hydriques qui doivent être suffisants. C'est le fait qu'il n'est pas bon de se retenir. C'est le fait qu'il faut, si possible, avoir un transit régulier, sans tomber vers la constipation, mais sans tomber non plus vers la diarrhée. C'est arrêter les spermicides. Les Canberg nous dira tout à l'heure, eh bien, ce qu'on peut en penser. Enfin, les traitements œstrogéniques locaux qui ne concernent pas cette patiente, qui concernent les femmes ménopausées. Je vous ai mis à côté les niveaux de preuve qui, vous en conviendrez, ne sont pas extrêmement élevés. Et puis, quand vous voyez ces femmes qui ont des infections urinaires récidivantes, eh bien, un certain nombre de choses que vous leur conseillez probablement, comme par exemple d'aller uriner après les rapports sexuels, avec l'argument de dire qu'il y a un petit peu des germes vaginaux qui sont rentrés dans l'urètre et que le flux mictionnel va nettoyer tout cela. Les conditions d'essuyage, combien de fois on a dit, bah oui, essuyez-vous d'avant en arrière et pas l'inverse. Éviter les jacuzzis, les bains moussants, porter des vêtements larges en coton, et puis finalement la pratique du vélo, c'est pas terrible. Eh bien en fait, aucun élément de niveau de preuve élevé permet de valider tout cela. Alors bien sûr, on peut raconter tout cela à ces femmes, ça permet de faire une prise en charge et puis d'être un peu directif, mais en tout cas, ça ne s'appuie pas sur des données scientifiques bien valables. Alors sur les cystites maintenant récidivantes, comment prendre en charge? La première chose, c'est de faire un traitement au cas par cas, et c'est pour ça que je vous ai détaillé dans la première partie de ma présentation le traitement qui est préconisé dans les cystites simples. Ensuite, l'étape suivante, c'est de donner un traitement prophylactique non antibiotique. Et puis, si ceci n'est pas suffisant, et que les femmes ont au moins un épisode d'infection urinaire par mois, on va rentrer dans l'antibioprophylaxie qui peut se faire selon plusieurs possibilités. La première, pour les cystites postcoïtales, eh bien, c'est le Bactrim qui va être pris 2 heures avant ou 2 heures suivant le rapport sexuel. Attention, 1 fois par jour maximum. S'il y a 6 rapports par jour, vous n'avez pas donné 6 comprimés de Bactrim. Et si vous ne pouvez pas donner du Bactrim, l'alternative est de donner de la phosphomycine trométhanol, pareil, 2 heures avant, 2 heures après. Souvenez-vous que c'est un produit qui a une durée de vie longue et tous les 7 jours au maximum en raison des propriétés pharmacocinétiques de ce produit.
Dans les autres situations, ce sont les recommandations du SPILF, eh bien c'est le triméthoprine à 100 mg, un comprimé par jour, ou en alternative, la phosphomycine trométhanol, un sachet tous les 7 jours. Alors j'ai pris aussi les recommandations de l'EAU qui sont assez récentes, de 2015. Elles ne sont pas tout à fait superposables à celles du SPILF, puisque les recommandations de l'EAU reprennent la nitrofuratoïne sur des protocoles que vous connaissez, ou bien la phosphomycine trométhanol. Je vous rappelle qu'il y a un warning de nos tutelles pour dire qu'il y a un risque pulmonaire et hépatique de la nitrofuratoïne utilisé au long cours. Donc tu pourras peut-être nous en dire un mot, parce que est-ce que c'est vraiment un principe de précaution? Est-ce que c'est une réalité? Parce que c'est vrai qu'on a tous prescrit des kilos, pour ne pas dire des tonnes, de furadentine de manière assez raisonnée, en alterné, et qu'on n'a jamais observé d'ennui. Ça m'intéresserait que tu nous donnes ton point de vue. Éviter recommandation de l'EAU, le Bactrim, en raison du niveau de résistance. Je vous rappelle que le SPILF l'avait proposé. Tu nous as dit, je crois, un taux de résistance globale de 25 à 30%, si mes souvenirs sont bons. Éviter également les céphalosporines de 3e génération et les fluoroquinolones en raison du risque écologique. Et quand on voit les chiffres que tu nous as montrés, ça fait franchement extrêmement peur. Alors, quels sont finalement les résultats de cette antibiothérapie préventive? Eh bien là, on a des données qui datent de 2008, une revue de la Cochrane, qui a comparé antibiotiques versus placebo. Donc 10 études, plus de 400 femmes. Bon, c'est un peu mélangé quand même. On a de la norfloxacine, de la ciprofloxacine dans d'autres études, de la nitrofurantoïne, du cotrimoxazole, de la céphalexine, avec des protocoles d'utilisation différents, parfois 6 mois, parfois 12 mois, parfois en post-coïtal. Eh bien, en ce qui concerne le risque de récidive microbiologique par patient et par an, vous passez pour le groupe antibiotique de 0 à 0,9 à globalement quelque chose qui est multiplié par 3 dans le groupe placebo. Si on considère maintenant non pas la récidive microbiologique, mais la récidive clinique, eh bien on passe de 0,27 à également quelque chose qui est à peu près multiplié par 3, avec un risque relatif de récidive microbiologique de 0,20 dans le groupe antibiotique et de récidive clinique de 0,15 dans le groupe antibiotique. Mais vous voyez que vous allez avoir d'un autre côté le risque relatif d'effet indésirable qui augmente, puisque vous aurez un risque qui peut aller jusqu'à 1,8 de risque relatif d'effet indésirable. Donc voici une autre publication qui rapporte les résultats d'antibiothérapie préventive au long cours en risque d'infection urinaire par an avec différents produits. Donc vous voyez qu'on a utilisé du Bactrim, de la nitrofurantine avec des résultats qui sont effectivement intéressants. Et voici la même chose pour les antibiothérapies post-coïtales, donc dans cette publication d'Edin. Quels sont les résultats de cette antibiothérapie préventive? Est-ce qu'il y a des études qui comparent antibiotiques à antibiotiques? Oui, il y a 6 études pour 400 femmes. On a comparé la nitrofurantoïne au céphaclor, à la norfloxacine, au Bactrim, à la ciprofloxacine, avec des durées de 6 à 12 mois. Donc, quand on regarde ces revues Cochrane, eh bien, ce sont des revues qui sont très hétérogènes. Et je crois que tu penseras comme moi qu'on ne peut pas en tirer grand-chose. Est-ce que la modalité d'administration a un résultat? Eh bien, ici, on a comparé la pefloxacine, bien sûr, on n'utilise plus par semaine versus par mois. Eh bien, il y avait moins de récidives d'infection urinaire lorsqu'on utilisait la forme toutes les semaines que quand on utilisait la forme tous les mois. Je pense que ça ne vous étonnera pas tellement. Et puis, il y a une comparaison de la ciprofloxacine post-coïtale versus 24 heures, où il n'y a pas eu de différence significative. Autre résultat, eh bien finalement, dans cette revue Cochrane, la nitrofurantoïne en préventif a été considérée plus efficace que l'acupuncture, le cranberry, les œstrogènes et l'autotraitement des cystites, mais finalement, c'est quand même un peu plus cher. Alors, est-ce qu'on peut maintenant utiliser des canneberges? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Merci Jean-François.
Pour conclure sur la furadentine, qui a longtemps été une drogue de premier choix dans la prévention, il y a eu une alerte effectivement de l'agence qui est sortie sans qu'il y ait eu de nouveaux signaux de pharmacovigilance. Une molécule qui a toxicité hépatique et pulmonaire qui est connue depuis 1958, les premiers cas décrits, qui sont immunologiques, probablement en partie dose dépendants. Et l'agence a mis son warning que vous connaissez tous sans qu'il y ait eu de données nouvelles. Il y avait un contexte particulier d'un médicament antilipémiant qui avait été utilisé à mauvais escient. Et il y avait une ambiance un peu particulière qui a fait sortir le parapluie. En pratique, la furadentine, c'est un médicament pour lequel il y a très peu de résistance, pour lequel il y a très peu d'émergence de résistance. Parce que vous savez, quand vous mettez un antibiotique dans le milieu, c'est pas simplement la bactérie au niveau des urines, il passe au niveau du tube digestif, vous avez une sélection qui est importante. L'avantage de la furadentine, c'est qu'elle se concentre dans l'urine, donc il y a moins d'effets collatéraux écologiques, premièrement. Deuxièmement, c'est une molécule pour laquelle les bactéries n'arrivent pas à développer de résistance, pour lequel le coût d'acquisition de la résistance est lourd en termes de métabolisme, et donc développe peu de résistance. Donc c'est une excellente molécule en termes d'efficacité et d'absence d'effets collatéraux. Il y a une toxicité qui est connue, on voit bien qu'on ne sera pas protégé si on la prescrit au long cours. En pratique, j'essaye, moi, dans ma pratique, de trouver d'autres alternatives. Quand il n'y en a pas, j'explique aux patients et je le surveille, avec, comme recommandé, avec un bilan hépatique et une rate de thorax régulière. Voilà pour ce qui est de la furadentine. Oui. En termes de toxicité ou en termes d'efficacité? Moi, je parle en termes de toxicité, là. Ben là, je parle de la toxicité. L'efficacité dans les infections urinaires de l'homme récidivantes, c'est relativement rare, c'est souvent chez les patients neuro, en tout cas ceux que je vois, moi, c'est essentiellement les patients neuro. Il y a une efficacité aussi chez l'homme. Il y a pas de, il y a alors la diffusion prostatique, elle est mal connue, la furadentine. Il y a une efficacité chez l'homme dans la pratique qui est constatée, qui n'est pas mesurée objectivement par beaucoup d'études, mais qui est largement constatée par pas mal de gens. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sur les stratégies antibiotiques, non antibiotiques de prévention d'infection urinaire, donc c'est quand même quelque chose qu'on prescrit beaucoup en fait, même si on est infectiologue, parce qu'évidemment nous on essaye d'éviter vraiment l'émergence de résistance, enfin comme vous tous, et on y est particulièrement alerté du fait de la multirésistance auquel nous on est très confrontés par ailleurs. Alors si on s'intéresse à la canneberge, qui est donc cette RL sauvage et qu'on prend une autre revue de la collaboration Cochrane, et qu'on regarde différentes populations, on s'aperçoit que le bénéfice il semble pas significatif versus placebo. Pareil, comme disait Jean-François, les effectifs sont petits, les populations sont hétérogènes, il y a probablement une insuffisance de population pour pouvoir conclure un effet, si jamais il y en a un. Et puis il y a des pharmacopées qui sont extrêmement différentes. Quand on compare versus antibiotiques, alors ça fait moins bien que l'antibiothérapie, ça semble à peu près entendu. Vous imaginez bien qu'il y a une balance bénéfice-risque, c'est qu'éviter à quelqu'un de prendre des antibiotiques, c'est toujours bien. C'est des infections qui sont peu graves, gênantes mais peu graves. Si on peut éviter de prendre des antibiotiques, parce que là, quand ils feront la pneumonie, ils feront potentiellement une pneumonie à germe résistant, il sera difficile à traiter, on sera plus à l'aise. Donc il y a vraiment cette balance entre les deux, avec les mêmes limites, petite population, population hétérogène et pharmacopée variable. La deuxième chose, c'est la compliance qui était mal évaluée dans ces études et qui ne permet pas de conclure. C'est sûr qu'il y a un effet suspensif. Moi, je pense qu'il y a une absence de toxicité certaine. Il n'y a pas d'émergence de résistance, puisque ce n'est pas des produits qui interagissent avec le métabolisme de la bactérie. Et donc, à mon avis, ça peut se tenter. Et quand ça marche, eh ben, tant mieux. Ça évite l'antibiothérapie, ça ne marche pas chez tout le monde, mais ça se tente. Il n'y a pas de résistance. Alors, le seul problème, c'est un peu le coût, parce qu'effectivement, ça a un certain prix et ce n'est pas remboursé, puisque c'est considéré comme complément alimentaire. Et si ça se tente dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il faut au moins 36 mg par jour de proanthocyanidine. Et ça, il n'y a pas beaucoup de produits qui ont cette pharmacopée-là. C'est certainement pas les sirops ni les boissons, c'est des gélules, pour être sûr d'avoir la teneur suffisante. Il y a probablement aussi un effet placebo. Je prends ma gélule, je pense à bien m'hydrater, je fais attention à bien uriner souvent. Voilà, peut-être, mais tous ces petits moyens sont bons si on arrive à améliorer nos patientes sans exposer à l'antibiotique. Donc dans le cas clinique, en fait, elle avait tort de prendre du jus de cranberry. En plus, ça l'a fait grossir. Voilà, alors, en tout cas, il n'avait pas de bénéfice, probablement. Si on le tente bien. Voilà. Dire la canneberge, ça ne marche pas parce que j'ai pris du sirop, c'est pas suffisant. Alors, il y a d'autres stratégies. Il y a notamment le groupe Duat qui a commercialisé une association canneberge propolis zinc chez les femmes majeures qui avaient au moins 4 infections urinaires dans les 12 derniers mois, à Escherichia coli, avec une efficacité sur le nombre de cystites dans le suivi au cours des 3 mois et sur le délai moyen avant survenue d'une nouvelle cystite. C'est les deux critères habituels des études pour l'infection urinaire à répétition. Alors, est-ce que c'est l'association de ces différentes formulations qui permet d'améliorer les choses? Ou est-ce qu'encore une fois, il y a un effet placebo ou simplement un effet protocole? En tous les cas, là, il y avait une petite efficacité démontrée. Alors, encore une fois, c'est 42 femmes dans un groupe, 43 dans l'autre.
Voilà. Mais là, l'essai est récent, il est bien fait, il est en France, c'est notre population. Peut-être que c'est encourageant. Les phages, on en parle beaucoup. Les phages, c'est commercialisé, enfin c'est utilisé en Russie et en Pologne. Vous savez, le principe, c'est un espèce de virus antibactérien. On voit ici sur la diapo qu'il injecte son ADN qui vient parasiter le matériel génétique de la bactérie qui elle-même explose, exactement comme un virus fait avec une cellule eucaryote. D'accord. Il y a très très peu d'études, hein. Vous voyez que c'est des études qui viennent de Pologne ou d'ancienne Union soviétique. On voit qu'il y a une amélioration chez 50% des patients. Alors vous voyez que c'est d'effectifs de 6 patients. Hein. Donc c'est vraiment très difficile de conclure. Ce qui est le vrai problème des phages, c'est qu'actuellement il faut les autorisations de l'agence, il faut formaliser un peu la fabrication, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de toxicité, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'acquisition non plus de matériel génétique dangereux. Probablement une piste pour l'avenir, en tout cas pour les bactéries multirésistantes. Les bactéries pour lesquelles on n'a plus d'antibiotiques, effectivement, que ça peut être une solution. Mais on est vraiment au stade de la recherche, il y a des essais qui sont faits, pas sur l'infection urinaire, mais sur les peaux brûlées et sur les pneumonies acquises sous ventilation mécanique et sur l'infection auto-articulaire dans les bactéries multirésistantes. La compétition bactérienne, ça c'est plus proche d'arriver. Nous, je pense qu'on va débuter, j'espère, bientôt. Le principe, vous savez, c'est de prendre un Escherichia coli non pathogène. Il y en a 2 souches qui ont été rapportées en littérature. Celle utilisée par l'équipe de Björn Wulff en Suède et celle utilisée par Darwish, qui sont des souches qui sont non pathogènes. Pourquoi elles sont non pathogènes? Parce qu'elles n'ont pas de pilier et donc elles ne peuvent pas adhérer à l'épithélium urothélial. Soit parce que génétiquement elles ne l'avaient pas, soit parce qu'elles ont été délétées artificiellement. Elles colonisent la vessie, elles inhibent la formation de biofilms sur le matériel et elles inhibent la croissance de la bactérie pathogène. Et puis il y a aussi le lactobacillus. Alors, comment fonctionne le lactobacillus? En général, c'est des applications vaginales ou orales de lactobacilles qui colonisent et qui en fait limitent la source de contamination, évitent à l'Escherichia coli d'aller coloniser la vessie, alors que l'Escherichia coli non pathogène est directement instillé dans la vessie. On voit ici, si on schématise la vessie comme un espèce d'hôtel, on voit que en fait, il y a une compétition entre l'Escherichia coli non pathogène et l'Escherichia coli pathogène, aussi bien au niveau des nutriments, et donc l'Escherichia coli non pathogène profite des nutriments, ce qui empêche l'autre bactérie de se croître et donc de devenir virulente. Il adhère à la paroi contre l'autre bactérie, etc., etc. Il limite l'adhésion de l'autre bactérie et il modifie aussi les facteurs locaux. Donc tout ça contribue à limiter l'infection urinaire clinique. Comment ça se passe en pratique? C'est des instillations intravésicales, 3 jours de suite, plusieurs fois, donc c'est un certain coût, c'est compliqué. Ça ne prend pas systématiquement, il faut souvent le re-réaliser chez les patients. Somme toute, les données cliniques sont relativement satisfaisantes, hein, avec des effectifs, avec des essais randomisés double aveugle, des essais simples aveugles, mais des études en tout cas prospectives, des essais bien faits, avec des petits effectifs, hein, jamais plus de 60 patients, et une efficacité certaine. Alors avec un coût qui est discutable, mais chez les patients en échec ou chez des patients chez lesquels on voudrait éviter l'exposition antibiotique à tout prix, ça pourrait être une option. Quand on regarde ici, je vous ai mis le Kaplan-Meier pour l'étude peut-être la mieux faite, parce qu'il y avait deux critères d'évaluation. Quand on regarde les patients qui deviennent bactériques, c'est-à-dire qui arrivent à être colonisés, on voit qu'ils font moins d'infections urinaires que les autres. Alors, ce n'est pas 0, et puis il faut arriver à les coloniser, ce qui n'est pas facile. Mais c'est probablement une stratégie future très intéressante. Le lactobacillus, c'est la même chose. Des études avec des effectifs à moins de 150 patients, des administrations différentes, vaginales ou orales, avec une efficacité modérée mais significative à chaque fois versus placebo. Alors la compétition bactérienne, c'est efficace. Bon, ça n'a pas d'effet indésirable. On pouvait craindre qu'en mettant une bactérie non pathogène, celle-ci acquiert les caractéristiques de pathogénicité, devienne pathogène et résistante et on aurait tout gagné ou tout perdu. En tout cas, il n'y a pas d'émergence de résistance bactérienne et pour l'instant, toutes les études se passent plutôt pas mal. Nous, on va débuter dans les patients probablement en impasse thérapeutique ou les patients multirésistants, neurologiques bien sûr. Les inconvénients, c'est que c'est efficace, mais c'est des études versus placebo. Versus antibiotique, c'est probablement un peu moins bien. C'est difficile à mettre en pratique, hein. C'est difficile de faire prendre la coordination, puis c'est un certain coût. Il faut hospitaliser les malades, il faut régulièrement les réinstiller. Tout ça n'est pas très protocolisé, pas encore très clair, mais peut-être une des options différentes. Dernière option intéressante, c'est la vaccination. La vaccination, elle se fait en général par prise orale répétée. C'est une capsule par jour pendant 3 mois, puis une tous les 2 jours, puis parfois plus rien. Quand on regarde dans les essais double aveugle versus placebo, on s'aperçoit que cette stratégie de prise de vaccination par l'Escherichia coli, elle est efficace versus placebo, en tout cas modérément efficace. Quand on regarde en termes de signes cliniques, chez les patients qui ont des infections urinaires récidivantes, on voit aussi qu'on passe de
4,26 infections urinaires tous les 3 mois à 0,35, donc une différence significative avec la nécessité d'avoir une bonne compliance. Ce n'est pas commercialisé en France, c'est disponible en Suisse et dans d'autres pays d'Europe, avec une efficacité dans la population qui semble satisfaisante, encore une fois, une lourdeur de mise en place. Quand on regarde versus antibiotiques, qui était évidemment l'autre pardon, on s'aperçoit que on voit ici dans le bras A, dans le bras bleu, la vaccination et ici les antibiotiques. Ça fait même mieux que l'antibiothérapie, donc c'est assez encourageant. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible en France. Les autres options préventives, rapidement, vitamine C, méthénamine, démanose, instillation nitrate d'argent, les différentes phytothérapies n'ont pas de preuves suffisantes. C'est vraiment 1 ou 2 études avec un effet pas bien démontré. Donc c'est non recommandé en pratique, avec même un warning sur l'instillation nitrate d'argent qui aurait probablement une toxicité. En 2 mots, la femme enceinte, vous savez que la femme enceinte, c'est une patiente qui a haut risque d'infection urinaire pour des raisons à la fois morphologiques, hormonales, etc. C'est une des seules indications auxquelles il faut traiter une colonisation urinaire, qu'on dépiste dès le 4e mois par bandelette urinaire ou dès la première consultation chez les patientes qui ont des risques de complications et qu'on dépiste dans ce cas directement par ECBU, parce qu'il y a un risque majoré de pyélonéphrite et de pyélonéphrite grave, notamment pour l'enfant. Le seuil recommandé, c'est 10 puissance 5 CFU par ml. On traite même les streptobés, et si on trouve un streptobé, on traitera en plus en perpartum pour éviter une contamination materno-fétale. La stratégie en cas de colonisation, elle est en première ligne, l'amoxicilline si c'est sensible, on traite que en documenté. Le pimécylinam si elle est allergique à l'amoxicilline, éventuellement fosfomycine trométamol qui longtemps n'était pas indiqué chez la femme enceinte, et puis éventuellement le Bactrim, mais pas pendant les 2 premiers mois. Quand vous avez une cystite avec donc des signes cliniques et un ECBU positif, on traite d'emblée, sans attendre les résultats de l'ECBU, en première ligne, c'est le fosfomycine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez utilisable. On voit que les molécules, elles sont superposables avec celles de la cystite simple. C'est simplement la surveillance qui change. Merci. Donc vous voyez le bureau d'Aurélien avec son frigo dans lequel il y a des petits pots avec des sels pour faire des greffes fécales et puis 2 autres avec du lactobacille et de l'Escherichia coli pour faire de la colonisation bactérienne. Donc on va aborder le 2e cas clinique qui est cette fois une situation différente. Elle a 67 ans, elle fait des infections urinaires à répétition. Elle a une incontinence urinaire mixte et à l'examen clinique, il y a une petite cystocèle, une muqueuse vaginale pâle, elle a une hypermobilité de l'urètre, des fuites à l'effort modérées et une manœuvre de soutènement de l'urètre qui est positive. Donc je voulais insister sur la notion de vieillissement de l'appareil urogénital, où tout est fait pour que, il y ait des infections urinaires avec un vieillissement de la vessie, une perte des fibres musculaires au profit de fibres de collagène, donc une vessie qui a un moins grand pouvoir contractile et par conséquent plus de risque de résidus. Également des choses qui se passent au niveau de l'urètre. Il y a des récepteurs aux œstrogènes au niveau de l'urètre, donc une diminution de l'innervation, de la vascularisation et puis aussi la survenue de fibres de collagène dans l'urètre, une baisse de la compliance de l'urètre. Au niveau du périnée, c'est exactement la même chose. Au niveau du vagin, on en a parlé, avec une modification de la vascularisation, du glycogène et du pH au niveau du vagin, une modification de la flore intestinale, un déséquilibre neurologique qui va également à la fois dans le sens d'une hyperactivité vésicale et d'une hypocontractilité, et enfin une diminution du système immunitaire. Donc après la ménopause, hormis tous les éléments que j'ai signalés, il faut parler de la carence en œstrogènes, il faut parler de l'incontinence, il faut parler du prolapsus qui peut être responsable d'un résidu, et il faut parler aussi de la chirurgie de l'incontinence ou de prolapsus. Donc je vous rappelle qu'il y a des récepteurs aux œstrogènes au niveau du vagin, de l'urètre, du trigone, des muscles périnéales. Il y a un certain nombre d'études dans la Cochrane pour voir l'intérêt des œstrogènes par voie générale contre placebo. Eh bien, il n'y a pas de réduction de l'occurrence des infections urinaires. Ça concerne 4 études. Par contre, pour les œstrogènes locaux, il y a effectivement une réduction significative du nombre d'infections urinaires avec, vous voyez, des risques relatifs qui baissent de manière large.
Un petit message encore, elle a subi la mise en place d'une bandelette sous-urétrale. Eh bien, avant de partir dans un traitement préventif et dans une œstrogénothérapie locale, vérifiez s'il vous plaît la vidange vésicale et vérifiez également l'absence d'érosion vésicale ou urétrale.